Eh bien, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission des mercredis de l'Espoir. Donc, ce soir, consacré à liberté, égalité, fraternité, la nation indépassable. Nous allons voir ce qui m'a amené à faire cette émission. Puisque cette devise est souvent mal comprise et paraît un peu parfois bizarre, et notamment la notion de fraternité. Et c'est justement sur celle-ci que nous allons particulièrement insister et vous faire part d'une découverte, d'ailleurs, que j'ai faite. Donc il faudra suivre la vidéo pour voir la découverte et la chose intéressante qui motive le fait que j'affirme que la nation est indépassable. Avant cela, donc vous savez qu'il y a le lancement du plan d'urgence. Rebonsoir. Lancement de la consultation sur le plan d'urgence qui accompagnera la mise en place de la 6e République pour tenir compte effectivement du fait que les Français sont en attente d'un certain nombre de mesures importantes qui ne peuvent pas attendre justement la mise en place et les effets portés par ce surcroît de démocratie introduit par la 6e République. Et donc ces mesures d'urgence, vous êtes tous invités à y participer, à choisir les mesures qui sont les plus urgentes à mettre en œuvre. Donc il y a un certain nombre de thèmes. Il y a eu une émission des Mercredis de l'Espoir dédiée à cela. Et bien donc, je vous invite à y participer. Vous commencez à participer et je vous en remercie. Donc c'est sur le site imp6r.org. Donc voilà, par exemple, un exemple de question, ici c'est sur les privilèges, le thème des privilèges, privilèges accordés aux représentants du peuple français ou à certaines catégories. Donc, les mesures sélectionnées par les gens d'IMP6R sont les suivantes: retour de l'ISF, c'est-à-dire de l'impôt sur la fortune, réduction des privilèges liés à la fonction assurée par les représentants du peuple français, donc nos élus, députés, maires, etc., gouvernement, président et compagnie, ou bien restriction du budget d'apparat de la République. Sachant que vous pouvez aussi proposer des mesures supplémentaires, si on voit qu'il y en a beaucoup qui reviennent, eh bien peut-être qu'on pourra les intégrer. Alors, ça c'est une première chose. Une autre chose importante dans les actions qui sont engagées, donc il y a un certain nombre d'actions maintenant, et il y en a de plus en plus évidemment, ça c'est une supplémentaire, le plan d'urgence, ça démarre. Il y a le manifeste qu'il faut diffuser, qu'il faut commander et lire et diffuser autour de vous, donc il y a les manifestes émergence, qui est la colonne vertébrale de la proposition d'une perspective de la 6e République, et la déclinaison émergence idéologique qui donne un socle idéologique fort pour toute la démarche, une perspective de la 6e République, parce que s'il n'y a pas une démarche qui s'appuie sur du concret, sur une vision idéologique concrète et à la fois conceptuelle, enfin je veux dire qui concilie pratique et théorie, c'est vraiment ce manifeste idéologique qui décrit ça, et donc il y a un socle qui rend crédible et durable la démarche. Et donc ça, c'est très important, et c'est décrit dans le manifeste émergence idéologique. Alors, vous pouvez les commander, évidemment, soit par email, soit en envoyant un chèque et le nombre et le type et le nombre de manifestes que vous voulez. Donc tous les détails sont à l'adresse internet affichée là, ici en haut, que je montre avec la souris. Très prochainement, dans les jours, semaines qui viennent, le manifeste émergence spirituelle va sortir. Nous en attendons beaucoup, puisque jusqu'ici, nous avons parlé à la tête, à la raison. Nous savons bien que pour convaincre les gens, on les convainc par le cœur, on les convainc par l'âme, par leur tripes, je dirais. C'est comme ça qu'on arrive
en fait, à démultiplier les choses. On a posé quelque part le socle idéologique, le socle théorique pour justement faire un rebond civilisationnel, hein, c'est le but. Et donc l'émergence spirituelle, c'est vraiment très important, puisque là, on va toucher et on va certainement démultiplier l'impact d'une perspective de la 6e République au travers du 3e manifeste qui sortira, qui est donc émergence spirituelle, Tao spirituel. Donc on s'appuie sur la notion de Tao qui nous vient d'Extrême-Orient, hein, de Chine. Hein. Et donc voilà, donc ça va, c'est en cours de relecture finale. Par là, on a élargi le cercle des gens qui sont en relecture. J'espère qu'il sera lancé en édition d'ici la fin de la semaine, si j'ai suffisamment de retours d'ici là. Voilà. Et donc vous l'aurez prochainement disponible sur le site et en version papier. Autre action tournée en France, donc AP6R à la rencontre des Français. Donc on va faire une tournée dans différents endroits en France. Donc l'idée, c'est d'aller sur les marchés, d'aller rencontrer des associations, des universités, des étudiants, des jeunes, des moins jeunes, etc. Donc tout un tas de gens qui vont se dire, non, on ne peut plus continuer à aller vers la barbarie de cette façon, il faut absolument réagir. Et donc, nous invitons à nous solliciter, donc par mail, à demander une visite. Hein, donc c'est moi qui vais me déplacer avec je dirais des gens, enfin au moins une personne, un chauffeur, etc. Et puis une personne sur place qui nous accueillera et qui nous multipliera, qui nous indiquera les endroits où c'est intéressant de se positionner pour aller directement à la rencontre des gens, à la rencontre de la population et du peuple français et des citoyens. Donc n'hésitez pas à solliciter une visite. Ça va démarrer, je pense, entre fin mars, début avril. Voilà, c'est l'objectif. Et de sortir justement du monde, simplement de l'internet et du virtuel. Hein. Donc voilà, hein, faut sortir du confinement, du cloisonnement, etc. Donc là, nous on va sur le terrain. Donc vous pourrez me rencontrer physiquement et voir qui je suis en chair et en os. Voilà. Donc ça, c'est une autre action que nous. Alors, Lao Tse, Tao Te Ching, donc une citation que je fais maintenant en début de mercredi de l'espoir également, donc qui est une partie justement du manifeste spirituel, hein, la base. Qu'est-ce qu'un homme bon? Sinon, un exemple pour l'homme mauvais. Qu'est-ce qu'un homme mauvais? Sinon, une opportunité pour l'homme bon. Si tu ne comprends pas cela, tu te perdras, aussi intelligent sois-tu. C'est le grand secret. Voilà. Voilà une des pierres, des approches donc, qui montrent justement toute la démarche qui sous-tend, en définitive, la démarche, une perspective, la 6e République, qui est une démarche, donc, je rappelle, politique, bien sûr, hein, puisque l'idée c'est de rendre concret ce que l'on propose, réaliste au travers du manifeste idéologique, mais aussi spirituel et sentimental dans un prochain manifeste encore à venir. Voilà. Alors, et je pense que ça fait aussi écho un peu au thème de ce soir. Donc, liberté, égalité, fraternité, la nation indépassable. Donc, on va déjà regarder un peu quelle est l'origine de cette devise, voir un peu ce que c'est justement que ces différentes notions, liberté, égalité, fraternité. Et sur la fraternité, c'est là où on va insister plus parce que c'est tout à fait fondamental, et je dirais, pour dévoiler un peu les choses, c'est la 6e République, c'est la République qui va justement faire prendre tout son sens à ce terme de fraternité. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Hein, je pense que vous allez le découvrir. Et qui part du constat aussi, et qui, enfin, c'est un peu ça marche dans les deux sens, que la nation est indépassable. Hein, c'est déjà même presque déjà un niveau déjà très gros, hein, quelque part. Alors,
l'origine de cette devise, déjà, elle apparaît aux États-Unis, enfin à l'époque c'était pas encore les États-Unis d'Amérique, dans la Constitution du Massachusetts en 1780. Bon, c'est la devise, hein, donc le triptyque. En fait, et dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, donc française, il y avait seulement les deux notions de liberté et d'égalité qui apparaissaient. Hein. Donc on n'avait pas encore la fraternité, justement. Alors, la devise, égalité, fraternité, liberté, égalité, fraternité, il y a deux pays qui l'ont, hein, qui la partagent, c'est la France et Haïti. Haïti, où il y a eu justement aussi une révolution à la même époque, avec Toussaint l'ouverture, et donc qui était tout à fait synchrone, je dirais, sur ce mouvement-là. C'est une formule qui a été reprise par Robespierre durant la Révolution, qui a été reprise aussi par le peuple français, par les patriotes, par les sans-culottes. Donc c'était, voilà, hein, les libertés, égalité, fraternité ou la mort. Hein, c'était la devise unité, indivisibilité de la République. Donc ça, c'est à l'époque de toute la période de la Révolution française. Ultérieurement, au moment de la Commune de Paris, la devise a été reprise, un petit peu modifiée, mais ça revient un peu toujours sur la même chose. Hein. C'est la République, une et indivisible, liberté, égalité, fraternité ou la mort. Donc voilà, ça c'est la Commune. Hein. Donc on n'est plus sur les mêmes... hein, il y a eu une coupure un petit peu entre je dirais, les mouvements communistes, sociaux, enfin prolétariens, on va dire, hein, ouvriers, et la République aussi, en 1848, hein, où il y a eu quand même on a tiré sur les ouvriers qui étaient en grève en juin 48, donc il y a eu une coupure, mais malgré tout, la Commune de Paris, en 1971, je pense, conserve cette devise. Hein. Donc c'est quand même assez significatif, je pense, que ça traverse. Et c'est aussi une devise qui a été reprise par diverses obédiences francs-maçonnes, au moins en France. Hein. Voilà. Alors, l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme de 1793 dit « Ces droits », donc quand il cite les droits, hein, l'article 2 de cette déclaration, dit « Ces droits sont l'égalité, la liberté, la sûreté et la propriété ». Et là, on ne parle pas encore de fraternité. Donc ça apparaît progressivement, en définitive, elle se forme progressivement. Par contre, la fraternité, elle apparaît le 17 juillet, elle était présente pourtant déjà le 14 juillet 1790, lors de la fête de la Fédération, au Champ de Mars, s'était frappé sur les drapeaux. Donc c'était déjà dans l'air du temps, vous voyez, c'était malgré que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 3 ans plus tard ne reprenait pas, en tant que telle. Ces trois mots, voilà, en fait, ont été incorporés l'un après l'autre. C'est un peu dans l'ordre, malgré tout, d'apparition, liberté, puis égalité, puis fraternité, tout au long, donc, du processus révolutionnaire de la Révolution française. Et alors, selon une légende, donc on ne sait pas, c'est une légende, on ne sait pas si c'est vrai, mais bon, la légende, parfois c'est intéressant de citer les légendes, hein, dit que l'incorporation de la fraternité, justement, dans la devise de la nation, serait à l'origine, Jean-Baptiste Bellay serait à l'origine, justement, de cette incorporation. Jean-Baptiste Bellay, qui était député, hein, de la République française, donc dont on a un tableau ici. Alors, maintenant, voilà, je vais assez vite sur ces aspects-là, bon, même si c'est intéressant quand même de savoir. Hein. Donc, la liberté, qu'est-ce que c'est? Hein, donc là, c'est illustré par le tableau de Delacroix, hein, la liberté en marche, qui mène le peuple. Pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Voilà, c'est la définition, je dirais, basique de ce qu'est la liberté. Qui dit aussi
un peu dans l'autre sens, c'est ce qui n'est pas interdit est autorisé. Hein. Dans les dictatures, c'est ce qui n'est pas obligatoire est interdit, si vous voulez, pour faire un peu le pendant de ça. Hein. Donc ce qui n'est pas interdit est autorisé. Par défaut, les choses sont autorisées. Alors, on a aussi une phrase qui dit « Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi ». Donc là, déjà, on a un principe, puis après, on a des choses de droit, de la loi, qui peuvent interférer avec ça. Et en même temps, on a le fait que c'est un droit naturel et imprescriptible. Donc s'il est naturel et imprescriptible, après il peut être limité par la loi. Bon, on a un genre de hiatus là quand même, hein, je ne veux pas dire de contradiction, mais au moins de paradoxe, ça peut être vu un peu comme paradoxal. Alors déjà, il faut bien prendre conscience qu'il y a deux dimensions à la liberté. Il y a la liberté déjà de disposer de soi-même, c'est-à-dire d'être soi-même libre, c'est-à-dire de ne pas être, typiquement de ne pas être un serf, de ne pas être un esclave. C'est déjà une première chose, de ne pas être un sujet du monarque. Donc ça, c'est un premier niveau de liberté, qui est le niveau le plus important. Oui, c'est le plus important, donc c'est une liberté du corps. Hein. Et puis il y a un deuxième niveau, qui est la liberté de l'âme, on pourrait dire, hein, pour reprendre le vocabulaire qu'on emploie souvent à une perspective de la 6ème République. Donc c'est la liberté d'esprit, la liberté d'opinion, la liberté d'expression. Donc on a bien deux niveaux au niveau de la liberté qui sont liés au corps et liés à l'esprit, à l'âme humaine. Donc ça c'est vraiment important de les dissocier parce qu'ils ne sont pas de même niveau, les deux sont importants mais ils sont différents quand même. Alors, c'est souvent vu, la liberté, alors ce sera aussi l'occasion, cette présentation, justement de préciser, parce que dans l'ordre, je ne sais pas si vous avez remarqué, dans des besoins du corps, des obligations, des besoins de l'âme qu'on a mis, qu'on met dans la Constitution, on a mis l'ordre, le travail, et en troisième seulement la liberté. Et donc on va essayer de comprendre pourquoi ça a été dans cet ordre-là, dans ce qui est proposé comme constitution de la 6ème République, parce que justement, la liberté est souvent vue comme la première des exigences humaines. Et on va voir qu'en définitive, ce n'est pas si vrai que ça, en vérité. Ça peut paraître paradoxal, mais nous allons voir. Pourtant, il y a justement de nombreux cas où ça ne s'applique pas, où la liberté, justement, n'est pas la première des exigences humaines. La première et la plus évidente de toutes, c'est les enfants. Quand vous éduquez des enfants, tout petits jusqu'à leur maturité, leur âge adulte, justement, l'âge où, justement, ils peuvent jouir de leur liberté, eh bien, les enfants, leur liberté est contrainte, est limitée par celle de leurs parents et de leurs éducateurs. Et donc, on voit bien que tout le monde va trouver ça légitime, puisqu'on éduque, on élève les enfants, et c'est tout à fait normal. Alors, il y a plein d'autres situations où c'est comme ça, mais je dirais que c'est sur ce sujet-là où c'est le plus, sur cet exemple-là, où c'est le plus flagrant, que justement la liberté, non, elle n'est pas toujours première. Elle n'est pas première, et de façon évidente même, hein, de façon naturelle quasiment. Hein. Enfin oui, c'est naturel. Bon, on a aussi des personnes lourdement handicapées. Hein. Bon, on pense notamment aux handicaps mentaux qui peuvent être délétères. Hein. Donc certains cas aussi de tutelle ou de curatelle. Hein. Il y a les patients qui sont à l'hôpital, qui sont privés de liberté. Et puis il y a les prisonniers, c'est-à-dire les gens qui sont emprisonnés parce qu'ils ont fait des méfaits, et donc on voit qu'ils n'ont plus la liberté, mais ils ont quand même celle de travailler, donc ils peuvent aussi travailler. Et donc on voit quelque part le droit le travail est premier encore par rapport à la liberté. Hein. Et en fait, ce qui justifie le fait que, notamment pour les enfants, que leur liberté soit entravée, c'est justement le fait qu'ils ne travaillent pas, et qu'ils sont des purs consommateurs, ou essentiellement des consommateurs, et que les gens qui les entretiennent, qui produisent leurs moyens de subsistance, ce sont leurs parents, et ce sont toute la société autour. Et c'est ce qui justifie aussi que ces personnes, que dans toutes ces situations, la liberté soit entravée, hein, soit seconde en tout cas, par rapport
au travail. C'est ce qu'on constate, hein, tout simplement. Hein. C'est même pas, c'est juste la vie telle qu'elle se déroule. Et donc, quand on voit ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi, bon, bah là, voilà, on voit qu'en réalité, c'est souvent conditionné par le travail. Et c'est même conditionné par le travail, même pas simplement dans des notions de loi, de droit, de philosophique, mais même les gens qui ne travaillent pas se sentent, souvent ça vient de soi-même, on se sent moins légitime à demander quelque chose, à faire quelque chose, si justement on n'a pas la légitimité de dire, mais attends, j'ai travaillé pour le faire, j'ai participé à la société, j'ai gagné mon pain, etc. Donc je suis légitime à ça. Et donc on voit bien, y compris dans l'esprit des hommes, il y a et les femmes évidemment, il y a une conditionnant de la liberté par rapport au travail. Donc voilà, ça c'est toutes les justifications qui font que la liberté, alors elle est très proche, elle est en troisième position. Il y a l'ordre qui est en premier justement pour donner un ordre, c'est un petit peu, c'est un peu une notion formelle, je dirais. Hein. Mais voilà pourquoi le travail est premier par rapport à la liberté. Alors, la liberté, au fond, qu'est-ce que c'est que la liberté? Fondamentalement, c'est la possibilité de faire des choix, la possibilité réelle de faire des choix. C'est ça la liberté, c'est rien d'autre. Si on doit le reprendre dans son essence, c'est ça. Et donc c'est une valeur, vous l'aurez remarqué comme souvent, qui est souvent mise en avant par les gens qui sont plutôt à droite. Hein, d'accord ? Et d'où par exemple le libéralisme, et particulièrement en libéralisme, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est donc la liberté, et en particulier dans le domaine économique, bon, bah, c'est quelque chose qui est très important pour les gens qui sont plutôt à droite. Hein. Je pense qu'on sera d'accord pour dire ça. Et donc, à ce sujet-là, d'ailleurs, bon, bah, je vous renvoie. Bon, après, voilà, c'est pas complètement en adéquation avec tout ce que je vais raconter là, mais je vous signale cette vidéo de mon ami Guillaume Tanneux, donc l'erreur de la droite, où il parle justement beaucoup de la liberté, et, bon, et globalement, c'est assez en raccord avec ce que je peux raconter là. Hein. Donc, je vous renvoie à cette vidéo qui est assez intéressante, hein, mais qui fait bien le parallèle entre droite et liberté. Passons maintenant au deuxième mot, au deuxième terme de notre devise nationale, l'égalité. C'est l'égalité devant les lois. La loi, c'est ça que ça veut dire en premier lieu. Donc les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Voilà. Donc ça c'est la phrase typique qu'il y a dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc la loi, ça veut dire que la loi est la même pour tous, sans distinction de naissance ou de condition. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous êtes noble que vous pouvez exercer, vous n'êtes pas le fils d'eux, bah, vous ne pouvez pas exercer de droit la seigneurie sur un territoire, ou sur la monarchie, c'est typiquement ça. Hein, c'est de façon héréditaire, eh bien, je suis le chef d'Angleterre, par exemple, parce que je suis fils descendant des Windsor. Voilà. Donc, non, là, la loi est la même pour tout le monde. Il y a une égalité devant la loi, il n'y a aucune distinction de naissance ou de condition. Hein, en théorie, au moins. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'on est égaux par ailleurs. On sait bien que nous sommes tous inégaux, nous n'avons pas tous les mêmes capacités, ni physiques, ni mentales. Au moins ces deux choses-là, nous sommes beaux, moches, grands, petits, forts, faibles, intelligents, bêtes, etc., etc. Donc c'est vraiment, on n'est pas égaux par ailleurs. Et donc c'est au moins que, justement qu'on soit égaux devant la loi, devant le reste de la communauté humaine à laquelle on appartient. Bah c'est ça que ça garantit, cette égalité devant la loi. Et donc, après il est dit dans la Déclaration des droits de l'homme, les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Alors là, je dirais que là, qu'est-ce que ça veut dire? Si quelqu'un arrive à vraiment m'expliquer, bon, on voit peu, mais c'est quand même quelque chose d'un peu flou. Hein. Et du coup, bah, dans cette phrase, en fait, quelque part, pareil que pour la liberté, on dit ça peut être limité par la loi, bah là c'est pareil, on s'autorise des écarts. Hein.
bon, c'est par l'utilité commune. Donc on peut avoir des distinctions, mais ça ouvre en fait la porte à tout un tas d'inégalités. Hein, et qu'on constate, puisque les inégalités, en plus, avec le Covid, ont encore explosé encore plus, mais elles avaient déjà explosé avant, hein, dans ce monde néolibéral, elles sont gigantesques. Et elles ne font que croître ces derniers temps et ces dernières années, et ces derniers mois même. Et donc ça autorise des écarts, et ça autorise des errements, même du Conseil constitutionnel, puisque là, on part dans des errements complets. Enfin, je vous renvoie justement sur Internet, à regarder sur Wikipédia ou sur le Conseil constitutionnel les errements, justement, qu'il y a en termes d'égalité, quoi. Où on n'est plus dans l'égalité, justement. On veut essayer de faire trop bien, quoi. C'est un peu comme le gouvernement, enfin, trop bien, entre guillemets, qui suit à la trace le Covid-19 plutôt que de prendre des décisions simplement politiques. Alors là, on navigue à vue. Ah, ça va par là, on va par là. Ah, bah ça va par là, bah on va par là. Non. Quand on a des principes, quand on a une politique, on suit une voie, tout simplement. Alors, et c'est justement là par rapport à l'équité, justement. Parce qu'on m'a dit, ah ouais, c'est pour faire plus d'équité. Mais là, on voit bien, ce qui est important aussi, et là, c'est un deuxième focus que je voudrais faire de particularité, c'est que l'égalité a beaucoup d'avantages sur l'équité. L'équité, justement, c'est le moyen, c'est le mot pour arrêter l'égalité. C'est comme le tirage au sort, c'est le moyen pour discréditer le vote et sortir de la démocratie. Et bien là, on va vous parler d'équité au lieu de l'égalité. Parce qu'on va dire, bah oui, c'est mieux l'équité, on sait mieux faire, on va tuner, on va ajuster les trucs, etc. Non, ça marche pas, c'est faux. Les avantages de l'égalité par rapport à l'équité, c'est que l'égalité, elle est mesurable. L'équité, vous ne pouvez pas la mesurer. C'est impossible, puisque vous avez un truc de doigt mouillé en disant, oh bah ouais, lui on pense qu'il est un peu désavantagé, on va lui donner un truc comme ça, mais combien on en met, on ne sait pas. Est-ce qu'il est vraiment avantagé? On n'en sait rien, c'est juste une appréciation. L'égalité, c'est mesurable. Vous avez le droit à la même chose, vous avez le droit, le SMIC, vous avez tous le droit au même SMIC. Voilà, ça c'est l'égalité. Vous avez le droit aux mêmes droits. Face à la loi, vous avez les mêmes droits. Ça c'est mesurable. Le gros avantage de l'égalité, c'est que c'est mesurable. Dès que vous rentrez dans l'équité, c'est plus mesurable, c'est la porte ouverte à tous les arbitraires, à toutes les manipulations, et à toutes les manipulations idéologiques notamment. Hein, et on le mesure bien aujourd'hui. Un autre avantage, c'est que c'est compréhensible par tous, sans aucune formation. Vous n'avez pas besoin qu'on vous explique ce que c'est que l'égalité. N'importe qui, même la plus simple des personnes, comprend ce que c'est que l'égalité. Il a juste le droit à la même chose. Si y en a un, il a le droit à une pomme, ben l'autre, il a le droit à une pomme aussi. C'est ça l'égalité. Vous voyez? Et donc, ça, c'est très important. C'est deux choses fondamentales dans la démocratie et dans toute démocratie. C'est, voilà, il faut que ça soit juste et donc que ça soit mesurable et compris par tout le monde. Voilà. Quand vous avez ces deux choses-là, il ne faut pas essayer de faire des choses compliquées. Les choses simples, on a déjà du mal. Hein, moi, j'ai fait de l'informatique beaucoup. On a déjà du mal à faire fonctionner des choses simples. Plus on fait des choses compliquées, plus vous êtes sûr que ça ne va pas marcher. Alors, l'égalité a de nombreuses dimensions dans lesquelles je ne vais pas rentrer, mais il y a une dimension individuelle, des dimensions collectives aussi, hein, des égalités sur les organisations, sur le traitement des entreprises, par exemple. Donc l'égalité devant la loi, l'égalité sociale, hein, donc suivant votre condition sociale, justement, vos classes sociales notamment. L'égalité des chances quand vous naissez, justement, hein, et puis l'égalité des races, notamment, enfin, donc si vous êtes blanc ou noir, ou des choses comme ça. Donc ça, il y a différentes dimensions, des races ou des particularités physiques, même on pourrait dire au sens plus large. L'égalité, si on veut venir par exemple au fondement, à ce que c'est plus formellement, plus philosophiquement, je dirais, c'est en fait, c'est la quantité, on revient bien, à la quantité de respect due à tout être humain. C'est ça l'égalité. On doit tous avoir la même quantité de respect, quel que soit l'être humain, quelles que soient ses conditions physiques, son sexe, son tout.
Voilà. C'est l'égalité, c'est ça. On a une quantité de respect du reste de la collectivité, de la communauté qui est formée vis-à-vis de tel être humain, hein, d'un tel membre de la communauté. Donc c'est une valeur, à contrario de tout à l'heure la liberté, c'est une valeur qui est souvent mise en avant par la gauche. Hein. Puisqu'ils défendent souvent justement, pourquoi est-ce que c'est plus défendu par la gauche? Parce qu'à gauche, bah, on voit bien qu'il y a des inégalités, que le patron il gagne plus que le salarié, et donc bah, on essaye de rattraper justement les écarts de salaire, de rémunération, en disant bah, nous on veut plus d'égalité avec ceux qui gagnent plus. Hein. C'est tout à fait logique. Hein. Si on repart sur les définitions traditionnelles de ce que c'est que la gauche et de la droite. Hein. Pas de ce que c'est devenu aujourd'hui, où la gauche surtout, c'est devenu, mais la gauche comme la droite d'ailleurs, c'est devenu quasiment n'importe quoi l'un comme l'autre. Donc, il y a un risque, ça, c'est que il y a une tendance à un certain égalitarisme, hein, donc c'est pousser le bouchon trop loin, hein, c'est la dose qui fait le poison, et donc parallèlement aussi à un endiguement de la liberté, pour avoir plus d'égalité. Donc là, je vous renvoie au pendant de la vidéo de mon ami Guillaume Tanneux sur l'erreur de la gauche. Donc là, attention, hein, bon, voilà, là on est moins raccord par rapport à l'erreur de la droite. Par exemple, notamment ce qu'il appelle l'éthique. Voilà, moi c'est ce que je nommerais plutôt l'égalité, entre guillemets. Hein, voilà. Donc attention, on n'est pas tout à fait sur les mêmes vocables, mais enfin c'est quand même intéressant à voir. Alors, la fraternité maintenant, qui est le sujet, enfin, c'est pas seulement, parce qu'on a vu que sur l'égalité, sur la liberté et sur l'égalité implicitaire, on a des choses particulières à dire et sur justement ces deux notions. Et sur la fraternité, là, c'est encore plus important, parce que là, du coup, on sort complètement du cadre du droit. Hein. On rentre plutôt dans le domaine, quelque part, de la morale. Et dans le domaine du relationnel, justement. Alors que la liberté ou l'égalité, c'est une situation, vous êtes dans telle situation, donc c'est quelque chose d'un petit peu statique. C'est deux entités voilà, qu'on pourrait poser stables. Alors que la fraternité, c'est plutôt de la relation entre des personnes, en particulier, entre des personnes, entre des groupes. Donc on est déjà dans une autre dimension. Et dans un autre type d'objet qu'on manipule, en fait. Et là, pour le coup, il y a différentes interprétations. Hein. La fraternité de rébellion, notamment, hein, c'était celle issue du serment du jeu de paume, donc, qui est un acte fondateur de la Révolution française. Il y a un célèbre tableau, hein, et où Mirabeau, notamment, avait prononcé cette célèbre phrase « Nous quitterons nos places que par la force des baïonnettes ». Donc voilà, donc c'est tout à fait symptomatique justement de la fraternité, de dire bah, on porte serment, hein, serment du jeu de paume, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est on reste tous unis pour l'objectif. Donc c'est une fraternité, on pourrait dire, de rébellion. Après, on peut dire que pour notre révolution, on a une origine quand même très chrétienne et catholique en particulier. Ou dans la fraternité chrétienne, c'est plutôt aime ton prochain comme toi-même. Hein, c'est le vocable habituel. Donc il y a un fond idéologique qui était là, hein, malgré tout, hein, qui forme je dirais, le substrat populaire français. Et puis il y a aussi une autre dimension, là pour le coup vraiment plus morale, qui dit ne faites pas à autrui ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse, qu'on vous fît. Hein. Faites constamment aux autres le bien que vous voudriez en recevoir. Voilà. Donc là, on est plus sur un principe moral, hein, pas forcément religieux pour le coup. Mais voilà, voilà les différentes interprétations, les différentes facettes, je pourrais dire, de ce qu'on peut mettre derrière le mot de fraternité. Il y a encore une autre facette, c'est le concept, et là on se rapproche un peu plus de ce qu'on va définir ici comme fraternité,
de concept de capital social, c'est-à-dire d'entraide entre citoyens visant un monde meilleur. Là, c'est l'interprétation de Robert Putnam. Donc là, on va s'approcher de ce qu'on va définir ici comme fraternité, qui est en fait un état d'unité entre plusieurs personnes. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui dépasse notre simple individualité, mais qui, en fait, va rassembler plusieurs personnes pour former un groupe, pour former un collectif. Et donc, on a bien l'articulation de l'individu, c'est ce qu'on met en avant, hein, pour sortir de l'individualisme, justement, qui est caractéristique du néolibéralisme. C'est jamais été aussi éloigné de la fraternité. Donc, pour faire du nous, hein, et avoir ces deux facettes, à la fois individu et citoyen. Personne est membre de la collectivité. Et de quelle collectivité? Eh bien, c'est le peuple. Le peuple français, en l'occurrence, c'est ce qui forme le substrat. Voilà, le substrat sur lequel va pousser des choses. Hein, c'est comme la terre, voilà, comme le terreau. C'est le substrat sur lequel peut pousser la fraternité. Puisqu'il faut bien partager des choses ensemble pour avoir une fraternité forte. Donc, vous ajoutez un projet politique à ça, eh bien, vous avez une nation. Et donc la volonté de fraterniser, justement, pour former nation et pour former un projet commun, un vivre ensemble, voilà, pour le coup, un vrai vivre ensemble commun. C'est pas le vivre ensemble d'aujourd'hui, c'est plutôt vivre l'un à côté de l'autre, voire l'un face à face, si vous voulez. Alors que là, c'est faire la fraternité, c'est justement ça. On ajoute un projet politique et on fait nation, ensemble. Voilà toute la différence de la fraternité. Alors, allons encore un peu plus loin, si vous voulez bien. Là, je dirais, là, on est à un niveau déjà où on est sur la fraternité. Je vous renvoie à l'émission du 10 décembre, je crois, ou du 9 décembre, où j'explique ces notions de peuple, nation, etc., où je donne les définitions de tous ces termes. Mais sur la fraternité, il y a une autre chose, et là, qui va rentrer en écho avec ça, c'est l'émission du 10 juin dernier, de la nécessité d'un nouveau mythe fondateur, donc d'un mythe sentimental. Et là, on voit que les liens entre le politique et le sentimental, comme on peut l'avoir avec le spirituel par ailleurs, tout ça se rejoint en définitive. C'est bien pour ça que ça forme un projet civilisationnel, un projet de rebond civilisationnel. Tout ça, en fait, s'interconnecte. Il y a des ponts entre les deux. Et qu'est-ce que j'avais dit à l'époque là-dessus? Donc, la nécessité d'un nouveau mythe fondateur, donc c'était un détour philosophique, et c'était de montrer en définitive que entre le travail et les besoins du corps, il y avait une modulation positive qui passait par ce qu'on appelle l'amour, par le fait de donner. Donc on donne le fruit de son travail à quelqu'un, à son enfant typiquement, ou à son conjoint, au travers de l'amour. Donc là, on était dans la relation sentimentale, c'est vraiment donc avec le conjoint en premier lieu, quoi. Et donc c'est le don. On donne quelque chose à l'autre. C'est la médiation positive. Là, c'était la médiation positive entre travail et besoin du corps, donc ce qui est par l'amour. Et la relation opposée, la médiation négative de s'approprier le travail de quelqu'un pour satisfaire son corps, c'est le viol. C'est le contraire de l'amour. C'est le viol et c'est le prendre. C'est plus le donner, c'est le prendre. Donc c'est la personne qui prend plutôt que on donne. Donc ça, c'était les deux médiations, et donc on voit la position de l'amour. Et là, il y a un parallèle que j'établis, et c'est Raymond Queneau, à la lecture du traité des vertus démocratiques de Raymond Queneau, qui m'a fait prendre conscience de ça, c'est qu'en fait, eh bien, la fraternité, eh bien, ça rentre complètement en résonance avec ça, au niveau sentimental, avec cette notion d'amour, justement, et cette médiation positive. Mais si on n'est pas entre le travail, entre les besoins du corps et le travail, puisque là on est au niveau politique, au niveau républicain, on n'est pas au niveau de la sentimentalité entre individus, mais
D'ailleurs, ce qui est assez amusant, c'est que ça m'a fait réfléchir. Et lui, d'ailleurs, n'arrive pas à identifier, à son époque, hein, dans les années 30-40, je crois qu'il a écrit ça dans les années 40, il n'arrive pas à identifier la fraternité dans le monde dans lequel il vivait. En plus, on était à une époque particulièrement troublée avec le fascisme d'extrême droite, et donc on était... c'est d'autant moins facile de pouvoir l'identifier. Bon, même je ne sais pas si ça avait été fait sous l'occupation, je ne sais plus, je sais pas. Enfin voilà, il n'arrivait pas à l'identifier. Aujourd'hui, on l'identifie aussi très difficilement. Mais ça m'a donné l'occasion de réfléchir à ce que c'était. Et donc on peut établir une liaison entre la fraternité, justement le concept d'amour qu'on avait vu, qui était une médiation entre personnes, hein, le donner en définitive. Et dès lors, comme on l'a vu par ailleurs, l'amour c'est une médiation, et l'amour c'est la médiation du bien, hein, c'est la médiation qui promeut la vie, qui promeut le fait d'être bien et de promouvoir ce développement de la vie et ce déploiement de la vie dans la société. Et donc on peut postuler que la fraternité est la médiation entre la liberté et la fraternité et l'égalité. On voit bien qu'il y a un affrontement, et c'est l'affrontement gauche-droite, justement, qu'on voyait tout à l'heure, entre la liberté et l'égalité. On voit bien qu'il y a une confrontation, il y a une possibilité de confrontation entre ça, entre les deux. Et sans doute réciproquement, et on peut le résoudre par la fraternité, justement. Et c'est tout le sens de la fraternité, c'est ce qui va permettre la médiation entre ces deux valeurs de liberté et d'égalité. Et sans doute réciproquement, hein, entre la liberté, de la liberté vers l'égalité et de l'égalité vers la liberté. Et du coup, ça, c'est une découverte très importante, parce que ça met en évidence justement l'importance et la pertinence de la notion de fraternité. On va dire voilà, vous voyez, Queneau, il avait du mal à identifier pourquoi il y avait ça, pourquoi ça a été rajouté, pourquoi c'est très important de le mettre en définitive. En définitive, quand ils l'avaient mis il y a plus de 2 siècles maintenant, en fait, peut-être ils n'avaient pas conceptualisé tout ça, mais ils sentaient que c'était nécessaire. Le peuple, quand il le met à la fête des fédérations sur ses drapeaux, c'est pas pour rien, parce qu'il sent bien que c'est quelque chose qui est fondamental et qui est fondateur et qui va permettre l'expression de ces deux premiers mots qui sont la liberté et l'égalité. Et là, c'est juste en fait une formalisation. Hein. Et sinon, on a du mal, effectivement, à comprendre pourquoi il y a ce mot de fraternité. D'ailleurs, il n'existe pas. Il y a plein de pays où c'est pas mis. Hein. Donc, c'est pas pour rien. Mais si la Révolution française est l'exemple typique de la Révolution, c'est pas pour rien. C'est parce qu'elle a poussé au plus loin, justement, les valeurs fondatrices de la Révolution, hein, de la République. Et donc, en effet, au nom de l'égalité, on va mettre en place un certain nombre de droits qui vont limiter la liberté. Hein, c'est ça. Il va y avoir des droits pour mettre en avant l'égalité. Donc, on met des droits, donc ça va limiter la liberté. Hein. Le Code du travail, par exemple, c'en est un exemple, mais c'en est un parmi d'autres. Hein. Ou le code de la route, pour dire l'égalité de passer un carrefour, voilà, il y a le code de la route qui va limiter la liberté, vous passeriez quand je veux, hein. Réciproquement, laisser libre cours à la liberté, voilà, c'est typiquement dans la relation un peu déséquilibrée entre un patron et ses employés, eh bien, laisser complètement libre cours à la liberté, eh bien, ça peut aussi entraver de certains, ça peut aussi entraver l'égalité justement entre les hommes. Donc on voit bien qu'il y a un hiatus entre les deux, donc une contradiction qui ne peut être résolue de manière positive que par la fraternité. Qui est une transposition de l'amour à un niveau collectif quelque part. C'est en fait la fraternité, c'est le mot amour, mais au niveau collectif. On peut le dire simplement comme ça. C'est ça la fraternité. Et donc c'est très intéressant, c'est vraiment, donc ça montre que c'est la médiation entre la liberté et l'égalité. Et donc, si on dit que la liberté est plutôt une valeur de droite et l'égalité plutôt une valeur de gauche, mais ça veut dire que c'est la médiation entre la gauche, la droite et la gauche. Donc c'est fondamental dans la 6e République. C'est pour ça que je dis que la fraternité, dans la 6e République, ça devient
quelque chose qui est au cœur, puisque c'est fondamental, puisque ce qu'on vise à mettre en place, c'est un affrontement symbiose entre deux forces, la petite bourgeoisie et les salariés, qui sont sans cesse en opposition, mais aussi en symbiose. Parce que y en a un qui cherche toujours à faire plus d'argent, puis l'autre qui va dans certaines limites, hein, c'est bien toute la différence justement avec le système néolibéral, où on est low limit et on a une accumulation infinie du capital. Dans la 6e République, c'est terminé ça, hein. Mais on laisse les gens quand même s'exprimer et avoir leurs initiatives, hein. Ça c'est très important aussi, parce que sinon c'est la négation, c'est l'égalitarisme, et là on a tous les problèmes qu'on a vus avec les sociétés communistes. Et donc c'est un affrontement symbiose permanent, donc où chacun a besoin l'un de l'autre, mais a aussi des intérêts divergents. Et ça c'est donc fondamental de résoudre ce hiatus entre liberté et égalité par la fraternité justement. Et donc, c'est un garde-fou. Donc, ça veut dire qu'on adhère ensemble à une entité supérieure commune, qui dit, au-delà de nos intérêts propres, qui sont plus valorisés par la valeur liberté ou par la valeur égalité, eh bien, il y a des valeurs supérieures qui sont notre culture commune, notre nation commune, notre peuple, les cultures proches, hein, on peut penser au peuple européen par exemple, l'humanité, la nature. Voilà des entités, des notions supérieures qui s'imposent à nous tous, qu'on soit plutôt de gauche ou plutôt de droite, qu'on soit plutôt en faveur de promouvoir la liberté ou l'égalité. Sinon, et c'est ce qu'on a constaté quand même souvent dans le passé, sinon on rentre comme dans le cadre entre producteurs et consommateurs, comme on l'a vu tout à l'heure, on rentre dans une situation de médiation par le viol, par le prendre, par le je te spolie, par je t'escroque, par je te séquestre. Vous voyez? Et donc, c'est important. Donc, ces valeurs-là doivent être placées au-dessus. Et c'est bien pour cela. Et c'est bien pour cela que la nation est indépassable. Parce que vous n'aurez pas cela à une autre échelle. Vous ne pouvez pas avoir ça à une autre échelle. À une autre échelle, il faut que les gens partagent une culture, partagent un même peuple, se disent, on a quand même une communauté de destin ensemble. Alors, il y a des choses qui peuvent se faire au niveau de l'humanité, hein, j'en parlais notamment sur la nature, etc. Mais plus vous vous éloignez, évidemment, plus c'est difficile d'avoir une fraternité importante. Hein, ça va de soi, hein, qui se ressemble, s'assemble, comme on dit, tout simplement. Voilà, donc voilà la chose importante sur la fraternité. Donc, en résumé, c'est quelque chose, ce triptyque, liberté, égalité, fraternité, c'est ce qui monte du passé, de notre passé, qui vient des Lumières, qui vient des révolutions, hein, des différents mouvements révolutionnaires qui a eu lieu dans notre pays. La liberté, c'est un thème qui est très sensible à droite. L'égalité, la gauche l'a très à cœur. Et donc, c'est un lieu d'affrontement. Et qui n'est solvable de façon positive que par la médiation, justement, de la fraternité. C'est tout le sens de la fraternité, c'est ça. Et la 6e République lui donne la met au cœur, en définitive, de ce fonctionnement. Et donc, c'est tout à fait, je dirais... plus qu'intéressant, c'est la première fois, je dirais, qu'une république va mettre cette valeur au cœur de son fonctionnement institutionnel même. Par le fonctionnement institutionnel, on met la fraternité au cœur. Donc c'est très important. Oui. Et c'est aussi la raison pour laquelle, la nation est indépassable, puisque en France comme ailleurs, hein, même si nous on l'a mis dans la devise, la fraternité, mais ailleurs c'est vrai aussi, même s'ils ne l'ont pas mis dans leur devise, ça montre aussi pourquoi toutes les institutions mondialistes sont souvent froides, puisque elles n'ont pas cette communauté de destin, hein, et de culture surtout, et d'appartenance. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas échanger, etc., mais
vous n'aurez pas le même niveau de fraternité. C'est comme dans un couple, votre couple, vous aimez votre homme, votre femme, vos enfants, vous aimez bien votre voisin, vous aimez bien votre famille, etc. Mais plus vous vous éloignez, forcément, le lien, il est forcément plus distendu. C'est juste humain, c'est juste normal. Et c'est aussi pour ça que l'oligarchie mondialisée n'est pas légitime. Parce qu'elle est incapable de fraternité. Parce que comme elle se diffuse maintenant par des multinationales, elle ne crée aucune fraternité entre les hommes. Elle ne crée qu'une fraternité d'argent. Leur seule culture commune, c'est l'argent. C'est l'intérêt. On n'a plus d'autres, ils n'ont plus d'autres. D'ailleurs, je parlais l'autre jour de la cancel culture qui est en vogue aux États-Unis dans les universités américaines. C'est pas pour rien qu'ils veulent détruire les cultures, justement. Pour détruire la culture, c'est pour détruire la fraternité. Pour dire, devenons tous des monstres, sans plus aucune fraternité avec personne. Parce qu'il n'y a que le marché qui nous intéresse. Vous voyez? Donc cette oligarchie, elle n'est pas légitime. C'est ce qui fait qu'elle nous mène à la barbarie. Voilà, donc j'en ai fini pour cette... et donc la nation, elle est indépassable. C'est un fait, c'est tout, il faut l'accepter. C'est pas un drame, au contraire, c'est même plutôt une bonne nouvelle, moi je pense, parce que ça permet la vraie diversité en plus. C'est ça qu'il faut, c'est une richesse immense. Alors, la semaine prochaine, nous allons parler d'un thème qui a été demandé par des gens. On a demandé sur la page Facebook si vous souhaitez qu'on traite un thème, c'était la monnaie notamment. Et donc on parlera de la monnaie la semaine prochaine et aussi de la vision qu'on peut avoir justement de la monnaie dans la 6e République, puisque évidemment il y a le pouvoir financier est quelque chose de très important, et si on veut une 6e République qui soit stable et qui puisse se déployer dans le temps, la question de la monnaie se doit d'être adressée. Action, dernière action, je vous appelle à diffuser, commander les mini-cartes un P6R, donc allez diffuser autour de vous. De la même façon, donc là il y a le lien là-haut qui explique comment faire, etc. Donc par mail, en envoyant un chèque et un courrier à cette adresse. Et pour 100 cartes, c'est 6,64 €, frais de port inclus. Hein. Donc voilà, ça fait 7 centimes la carte. Donc voilà. Et c'est un moyen simple, sans risque. Bien, si vous pensez qu'un P6R est la solution d'avenir, tant pour la présidentielle, mais pour le rebond civilisationnel dont nous avons besoin, eh bien, je vous invite à commander ces cartes, c'est prix coûtant. Hein. Vive la première démocratie, vive la 6e République, vive la France. Voilà, c'est le mot de la fin. Chronique des barbaries de la semaine prochaine, vendredi prochain. J'espère pouvoir cette fois-ci traiter les remarques sur le c'était mieux avant, les remarques de Philippe Arnaud. Je n'ai pas pu le faire la semaine dernière, je n'ai pas eu le temps. Je ne suis pas sûr que j'aurai le temps cette semaine. On verra. Sinon, on aura juste un regard sur la semaine. Rejoignez l'initiative, inscrivez-vous sur le site, donc participez à toutes les initiatives, commandez les cartes, les mini-cartes. Comme je vous dis, il va y avoir une tournée en France. N'hésitez pas à me solliciter et ce sera avec plaisir que je vous rendrai visite dans votre région. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à vendredi et à la semaine prochaine. Au revoir.